Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on reçoit Olivier Bernet de l'IRA à Toulouse, astrophysicien, qui est venu nous parler des avant-premières des toutes nouvelles données de l'USI. Et qui ouvre la voie à vraiment l'ancienneté, l'histoire première de notre univers et de la galaxie. C'est aussi un spécialiste des composés carbonés dans l'espace. Et il a complètement travaillé sur les HAP et les forêts. Si vous avez des questions par la suite sur tout ça, n'hésitez pas à venir lui parler. Et je te laisse la parole. Et Combien de temps? tu as 45 minutes, mais on est prenant en général. On te laisse y aller. On peut faire ici si tu veux. Ouais, ça devrait aller, je pense. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais commencer par un petit préambule pour dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci pour l'invitation. Pour l'organisation de ce séminaire qui a été reporté jusqu'à des grèves, hein, ce soir, au mois de mars. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont assez préliminaires. C'est vraiment un travail qu'on est en train de faire actuellement, au sein de l'ITO. Donc, que je co-dirige et qui nous mène un programme d'observation de la nébuleuse d'Orion et de l'espace mensuel. L'autre chose, c'est que j'ai essayé quand même d'orienter cette présentation de cette série en fonction c'est-à-dire que j'ai décidé de parler quand même essentiellement des implications pour la formation planétaire. Et moins, dans mon titre au départ, il y avait les galaxies de l'univers très très lointain, que j'en dirai un tout petit mot. Alors j'espère que vous n'êtes pas venus pour en apprendre plus sur les galaxies de l'univers primordial, parce que je ne parlerai pas beaucoup finalement, parce qu'on a moins avancé sur ces questions-là, j'ai moins avancé sur ces questions-là. Et donc, tout ça pour vous dire aussi que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est peut-être mieux parce que je ne serai peut-être pas forcément super clair sur tout ce que je vais rajouter. Et c'est la première fois que je présente tous ces résultats sur James Webb. Voilà. Et en effet, la plupart des choses que je vais vous montrer sont encore publiées. Alors, je vais avoir un petit plan. Alors, évidemment, voilà, c'est quand on avait fait les marchés. Là, ça m'a fait. Donc, alors c'est un peu bateau hein, ce sommaire, mais finalement j'ai trouvé que c'était quand même la meilleure manière de présenter ce que j'avais en stock, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc je vais revenir un petit peu sur la mission elle-même du télescope spatial James Webb pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne. Je vais vous parler très brièvement des résultats de la mission, c'est-à-dire des résultats en général de ce qui a été obtenu jusqu'à présent avec ce télescope. Et puis, je vais vous parler des premiers résultats du projet sur la nébuleuse d'Orion, qu'on coordonne ici avec ma collègue Émilie Abar, qui est à l'Institut d'astrophysique spatiale. Et puis, je conclurai sur des conclusions très préliminaires, et ça appellera probablement à des discussions que je serais ravi d'avoir avec vous sur les observations qu'on a obtenues encore très récemment. Hein, donc, c'est des conclusions, je ne sais pas si on peut les appeler. Alors, pour revenir sur la mission elle-même, donc le télescope a été lancé le 25 décembre 2021, donc c'était le jour de Noël, c'est pas fait exprès du tout. Hein, il y a eu énormément de retard sur cette mission du télescope spatial James Webb. Moi, quand j'ai fini ma thèse en 2008, j'avais mis dans les conclusions que derrière, j'avais travaillé sur le télescope spatial James Webb dont le lancement était prévu en 2012. Vous voyez, il y a eu vraiment énormément de retard. Donc lancé le 25 décembre 2021 depuis Kourou, donc c'est une fusée rien, c'est un lancement réalisé par l'Europe. Et puis j'ai juste la vidéo, ça doit être voilà, de la séparation du télescope qui là en fait c'est une des spécificités hein, de ce télescope par rapport à Hubble, qui était d'une certaine manière le grand frère de James Webb. C'est qu'il est complètement replié sur lui-même. On voit qu'il est totalement replié sur lui-même.
Et ça, c'est parce que donc, tout le miroir et tout le système optique, en fait, fait une très grande dimension. Hein. Le miroir fait 7 mètres de diamètre environ, et la coiffe d'une Ariane 5, ça fait à peu près 5 mètres. Pour avoir vraiment un très grand miroir, qui était un des objectifs de James Webb, en particulier pour étudier les galaxies les plus lointaines de l'univers, les ingénieurs ont conçu un système de mosaïque de miroir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche dans la vidéo suivante. Donc ça, c'est l'invection, c'est le moment où en fait, la fusée Ariane relâche le satellite. Donc là, il part vers son point d'orbite. Je reviendrai sur l'orbite de James Webb qui est assez particulière. Donc, pendant son chemin pour aller vers son orbite, c'est un périple qui dure plusieurs semaines. Donc là, vous voyez, donc, il était comme ça à un moment du largage par la fusée Ariane 5. Et donc, il y a toute une séquence de déploiement qui commence par voilà. Commence par donc, le panneau solaire qui est derrière. Et puis donc ça, en bas, vous voyez, ce sont des écrans thermiques qui sont en fait des feuilles d'un alliage assez léger. Hein, donc ça ressemble un petit peu à des feuilles d'aluminium, si vous voulez, c'est assez fragile. Et donc ces feuilles, en fait, elles se déploient, elles se tendent et elles servent à abriter le télescope de la lumière du Soleil et de la lumière de la Terre. Donc c'est une sorte de parasol. On appelle ça des écrans solaires, des écrans thermiques, mais en gros, c'est vraiment pour mettre le télescope à l'ombre du Soleil et aussi de la Terre. Donc tout ça se tend avec un système de poulies, de charnières, etc. Donc c'est très compliqué. Dans toutes les missions spatiales, en général, on déteste les mécanismes. Hein. Quand j'ai fait mes études, on me disait voilà, le moins de mécanismes possible dans tout satellite, parce que mécanisme, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se bloquer. Donc, vous ne pouvez pas venir pour essayer ensuite de réparer le système qui est bloqué. Puis donc enfin, il y a le miroir hein, qui se déploie intégralement. Le miroir primaire qui est une grande partie là, dorée, à peu près 7 mètres de diamètre. Le miroir secondaire qui s'est déployé, vous avez vu, au bout des bras artificiels. Donc tout ça s'est passé parfaitement comme dans cette vidéo qui est vue d'artiste, hein, parce qu'on n'a pas d'image en direct de ce déploiement. Mais néanmoins, avec les capteurs, on a su assez rapidement que tout s'était bien passé. Et puis, donc, le télescope a pu commencer ça c'était quelques semaines après, hein, a commencé en particulier à baisser en température pour fonctionner dans l'infrarouge thermique correctement. Alors, je crois que je vous ai dit hein, que l'orbite était assez particulière. Donc, le télescope a mis presque un mois hein, pour rejoindre son point de stationnement, qui est donc le point Lagrange numéro 2. Le point L2, c'est ici. C'est donc un point qui est dans l'alignement, qui est aligné avec l'axe Terre-Soleil, et derrière l'orbite de la Lune, ici, hein, 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et c'est un point en fait où la force d'accélération centrifuge compense parfaitement la force d'attraction gravitationnelle. Donc en fait, si vous vous mettez exactement à ce point, vous ressentirez aucune attraction. Alors en fait, c'est un point qui est instable parce que la forme du potentiel gravitationnel à cet endroit, c'est une forme de selle à cheval. Donc c'est un endroit en fait où on va assez facilement avec une petite instabilité, on va s'en écarter. Donc c'est pas un endroit où on peut rester de manière stable. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça évite qu'il y ait justement des astéroïdes, par exemple, hein, qui soient piégés à cet endroit. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre un satellite en orbite autour de ce point de Lagrange numéro 2. Donc c'est là qu'est situé, en général, c'est là qu'on met les missions spatiales infrarouges. Et donc c'est là qu'est situé le Webb. Et donc, en fait, il tourne hein, autour du Soleil en un an de la même manière que nous. Vous voyez en fait les écrans thermiques dont je parlais tout à l'heure. En fait, hein, voilà, ils font dos au Soleil et donc ils permettent à James Webb de rester à l'ombre et d'observer. Et donc, depuis le point de Lagrange numéro 2, en fait, James Webb voit une éclipse en fait de Soleil, mais partielle. Hein. Il reçoit quand même du rayonnement qui lui permet de fonctionner avec les panneaux solaires. Alors, on ne peut pas regarder tout le ciel à n'importe quel moment de l'année, hein, parce qu'on ne peut pas se rapprocher trop on ne peut pas avoir un angle trop proche, avec une incidence trop proche du Soleil, parce qu'il y a des réflexions sur
sur les panneaux et les écrans thermiques. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 40 ou 50% du ciel qui est invisible. Il faut vraiment faire le tour du soleil pour observer tout le ciel. Alors, dernier point sur la machine elle-même, c'est donc les instruments. Donc, je vous disais, James Webb est optimisé pour observer dans l'infrarouge. La raison principale de cela, c'est parce que comme l'univers est en expansion et que eh bien, les objets les plus lointains dans l'univers s'éloignent de nous à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, ça crée un décalage spectral. Et ce décalage spectral, un effet Doppler, spectroscopique si vous voulez, ce décalage spectral, il est tellement grand pour les galaxies les plus lointaines dans l'univers que, en fait, elles sont décalées complètement du spectre visible vers le spectre infrarouge. C'est ça qui a motivé principalement la construction de James Webb dans l'infrarouge. Alors, on peut faire plein d'autres choses avec l'infrarouge, et notamment des choses que je vais vous présenter après. Et donc, il y a différents instruments. En fait, il y a 4 instruments principaux sur le télescope spatial James Webb qui font soit de l'imagerie, soit de la spectroscopie. Les instruments dont je vais vous parler aujourd'hui sont l'instrument NIRCam, qui est une caméra dans l'infrarouge proche, plutôt, jusqu'à 4 microns. Le spectromètre MIRI, donc lui fait de la spectroscopie plutôt dans l'infrarouge vraiment thermique, jusqu'à entre 5 et 30 microns. Et puis cet instrument ici, NIRSpec, qui fait de la spectroscopie dans l'infrarouge proche. Et voilà les 3 instruments que nous avons utilisés. Alors, très rapidement, je vais vous montrer quelques-uns des premiers résultats généraux de la mission sur les thématiques, je dirais, les plus en vue dans la communauté astrophysique. Donc, il y a d'une part, alors pardon, avant, je vous montre quand même les images qui ont été publiées au moment de, c'était le 12 juillet dernier, quelques mois après l'arrivée au point de Lagrange. Donc, c'est important de mentionner quand même que James Webb, c'est un instrument scientifique, mais c'est aussi un outil de communication particulier pour la NASA, très important. Donc, ils ont publié toutes ces images, en particulier celle-ci en premier, qui est donc une image d'Amas Galaxy. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi, cette image avait été présentée par Joe Biden. C'était une mise en scène particulièrement kitsch d'ailleurs, dans laquelle le président des États-Unis présentait au monde cette nouvelle image. C'est aussi de dire qu'il y a une dimension vraiment politique derrière cette mission scientifique. Comme dans toute mission scientifique, surtout les missions spatiales, mais là, je pense particulièrement. Pour nous, en tant que scientifiques, ces premières images, elles ont surtout été l'occasion, de célébrer. On peut voir que la était fonctionnelle. Et puis, c'était aussi un bulletin de synthèse, c'est-à-dire que, en fait, ces images, elles sont d'une qualité, d'un point de vue optique, qui permettent de voir que les propriétés d'alignement du miroir, la qualité d'image était au moins si bonne que ce qu'on avait espéré, voire meilleure. Donc, un bilan de santé très, très positif. Alors, donc, les résultats sont arrivés assez rapidement. Alors, il y a eu plusieurs résultats sur les exoplanètes. C'était un très gros enjeu de James Webb. Je reviens sur ce que je disais avant. Il a été conçu pour observer les galaxies d'univers lointains. En fait, la conception de James Webb remonte à peu près au lancement de Hubble, donc dans les années 90. À ce moment-là, on ne savait même pas qu'il y avait des exoplanètes. Enfin, on ne les avait pas encore identifiées. On imagine qu'il y a des exoplanètes depuis Giordano Bruno, mais à ce moment-là, on ne les avait pas encore vraiment détectés. Et donc, après cette détection des exoplanètes au milieu des années 90, la question des propriétés des exoplanètes a été devenue centrale sur James Webb. C'était un des gros enjeux, et notamment la détection du dioxyde de carbone dans des planètes géantes, des exoplanètes géantes. Ce qui a été fait finalement assez rapidement, c'était quelque chose qu'on attendait. Et donc là, vous voyez, c'est simplement la bande spectrale de l'infrarouge à 4,5 microns. C'est la même qui fait l'effet de serre, une de celles qui fait l'effet de serre sur Terre. Et donc, ça a été une confirmation qui était attendue depuis longtemps. Il y a d'autres résultats. Il y a pas mal de résultats sur les exoplanètes
je dirais, pour l'instant, ça vient confirmer plutôt des idées qu'on avait sur la composition des atmosphères des planètes géantes. Il y a eu des travaux sur les planètes plutôt rocheuses, en particulier les planètes du système TRAPPIST, et ils n'ont pas détecté d'atmosphère, donc ils étaient un peu déçus. Donc, ils continuent d'observer d'autres planètes du système TRAPPIST, qui sont des planètes solides, hein, et avec l'espoir de détecter des atmosphères sur ces planètes solides, mais pour l'instant, à ma connaissance, ils n'ont pas réussi. Alors, sur les galaxies très lointaines, parce que quand même, c'est vraiment le gros sujet avec James Webb, il y a eu énormément de bruit qui a été fait autour de ça. Quelques jours, quelques semaines après les toutes premières données, il y a eu des papiers qui sont sortis sur Archive avec des gens qui ont utilisé les données, vraiment des toutes premières images que je vous ai montrées, et qui ont voilà, prétendu que en fait, les galaxies de l'univers primordial étaient beaucoup plus massives que ce qu'on avait imaginé, que ça remettait en cause les modèles cosmologiques standards, ça remettait en cause la physique, ce qui a été démenti après. Néanmoins, après presque un an maintenant d'observation, il y a énormément de littérature déjà sur le sujet. La compréhension que j'en ai, et donc ce papier par exemple dans Science, c'est une sorte de résumé de tout ça, c'est que le constat, c'est que les galaxies de l'univers très très jeunes sont beaucoup plus lumineuses que ce qu'on imaginait. Qu'est-ce que prédisaient les modèles? Et donc il y a plusieurs explications possibles à ça. Soit c'est un biais observationnel, c'est-à-dire que assez logiquement, on va détecter les galaxies les plus lumineuses, simplement par un biais d'observation. L'autre possibilité, c'est que la formation stellaire, la formation d'étoiles dans ces galaxies primordiales, hein, est beaucoup plus efficace que les modèles prédisent. Ça veut dire qu'il faut une efficacité de transformation du gaz, de l'hydrogène, en étoile qui est quasiment 100% à cette époque de l'univers, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc une très grande efficacité de formation stellaire. Mais ça, pour l'instant, en tout cas, théoriquement, on ne sait pas trop bien comment faire. Une autre possibilité, c'est que la luminosité de ces galaxies n'est pas due aux étoiles, mais à des trous noirs supermassifs qui accrètent du gaz, et vu qu'il y a cette accrétion, il y a des disques en fait disques d'accrétion qui peuvent être très lumineux. Parce que les trous noirs eux-mêmes ne sont pas lumineux, c'est l'accrétion du trou noir qui peut créer un signal très lumineux. Et la dernière hypothèse, c'est que les modèles cosmologiques, en particulier le modèle lambda CDM, qui est le modèle standard, CDM c'est Cold Dark Matter, soit il y a besoin de les réviser. Pour l'instant, on ne sait pas encore tellement s'il y a eu des vraies tensions avec le modèle physique. En tout cas, c'est une surprise quand même. On est quand même au clair sur le fait que ces galaxies sont plus lumineuses. Elles sont plus lumineuses, et aussi quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que quand on regarde un peu plus tard, en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'elles ont eu une évolution beaucoup plus rapide aussi que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on forme des structures, des spirales très rapidement dans ces galaxies. Ça, et de la poussière aussi. Hein, et ça, c'est pas quelque chose auquel les gens s'attendaient. Ok, donc je vais vous parler maintenant des résultats qui concernent le projet qu'on coordonne et qui s'intéresse donc à l'étude de la nébuleuse d'Orion. Alors avant ça, je vais quand même dire un mot sur l'implication française au télescope spatial James Webb parce qu'elle est assez multiple et je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. Donc il y a le CEA, l'instrument MIRI, donc en particulier l'imageur de MIRI, l'infrarouge thermique, qui a été développé par le CEA et notamment par Pierre-Louis Delagage, qui est assez important. Donc il y a une contribution aux instruments au niveau français et européen. Il y a une contribution évidemment au niveau du lanceur, puisque c'était, comme je l'ai dit, un lanceur Ariane 5. Et d'ailleurs avec un succès certain, puisque l'injection qui a été faite par la fusée Ariane 5 a été d'une telle précision que ça a permis d'économiser une partie du carburant à bord du télescope spatial James Webb. Normalement, on doit faire des corrections d'orbite, ça le tir, en utilisant du carburant qui est à bord du satellite. Alors là, comme l'injection a été vraiment faite parfaitement, ils ont pu économiser ce carburant. Et en fait, le carburant, c'est le facteur limitant de la durée de vie de la mission, puisque ce carburant, il sert à se positionner sur cette orbite au point de Lagrange.
Et donc, ça a permis de multiplier par 2 la durée de vie de la mission. C'est assez considérable, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est, je pense, quelque chose qui était pas souvent mentionné. Bien. Alors, le contexte, simplement pour vous expliquer comment ça marche. Donc, James Webb, c'est un observatoire, c'est-à-dire que n'importe qui peut demander du temps d'observation sur ce télescope. Il suffit de candidater et d'avoir son programme qui est accepté. Comme ça paraît simple. Mais en fait, il y a une très forte compétition pour obtenir ce temps d'observation. Donc, il y a une particularité dans cette mission, c'est que souvent, dans toutes les missions spatiales d'observation, ce qui se passe, c'est que les communautés scientifiques qui ont fabriqué les instruments disposent de ce qu'on appelle du temps garanti, c'est-à-dire qu'au début de la mission, ces personnes disposent de quelques centaines d'heures, quelques milliers d'heures d'observation qui leur sont garanties et qui, les données leur sont réservées, elles ne sont pas publiques, et donc ils peuvent travailler pendant un an avec les données. Là, c'est pas ce qui a été fait. Il y a un tout petit peu de temps garanti sur le télescope spatial James Webb. Et ils sont vraiment allés à rebours de cette philosophie. Et ils ont proposé, donc ça c'était en 2017, ces fameux programmes Early Release Science. Donc le principe, c'est que finalement, les 500 premières heures d'observation du télescope, elles allaient être consacrées à des programmes qui allaient être proposés par la communauté scientifique. Un nombre très limité de programmes, une dizaine, qui devraient couvrir toutes les thématiques de l'astrophysique, de l'étude du système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines, en passant par les exoplanétaires ou les supernovas, comme vous voulez. Et la grosse particularité de ces programmes, c'est que les données seraient rendues publiques immédiatement, juste après que les observations soient faites. Donc, je passe tout le processus, mais donc on a participé donc avec l'équipe internationale qu'on a montée à cet appel à proposition. Et donc, on a fait partie un des 13 programmes qui a été sélectionné donc, pour être observé parmi ces premières semaines d'observation à bord de James Webb. Donc voilà, alors ça c'est vraiment le truc programmatique sur ce programme, donc un programme Early Release Science sous responsabilité française. J'ai mis un petit Jupiter en haut parce qu'il y a quand même une grosse contribution française aussi dans un programme d'observation Early Release Science sur Jupiter par la participation de Thierry Fouquet. Donc le programme, c'est une équipe internationale. Alors on est très nombreux. Il y a 122 collaborateurs dans 18 pays. Vous voyez, on est essentiellement, ça c'est les membres européens, à la moitié de ce programme. Puis on a une parité qui est pas mal en astro au niveau international. Il y a à peu près 30% de femmes, donc on a fait un peu mieux que la proportion de femmes dans la communauté. C'est une bonne chose de notre point de vue en tout cas. Et donc, on a 40 heures d'observation. Je vous ai dit les 3 instruments, c'est NIRSPEC, LILI et NIRCam. Et donc, la cible, c'est la nébuleuse d'Orion. Et pourquoi on s'est intéressé à cette nébuleuse dans un instant. Voilà, et ça, c'est simplement pour vous dire, à Toulouse, à l'IRAB, donc on est pas seulement à l'IRAB, dans plusieurs instituts, on est une vingtaine de participants. Et ça, c'est la réunion annuelle qu'on fait au mois de juillet. Alors, il y a différentes thématiques sur lesquelles on est expert. Et oui, je mentionne que il y a une brasserie à Toulouse qui s'appelle Aviateur et qui a fait une bière spéciale, une cuvée spéciale James Webb, pas en notre honneur, hein, parce que c'est quand même, je peux exagérer dire ça, mais en tout cas, on a collaboré avec eux pour la diffusion et la création de cette bière. Et elle est très bonne. C'est une New England IPA. Alors, donc je reviens sur Orion, donc qui est la cible de notre programme d'observation. Donc Orion, c'est une pouponnière d'étoiles. Donc vous avez ici, là c'est la partie vraiment centrale de la nébuleuse d'Orion. Vous avez ici les étoiles massives, qui sont les étoiles de la main du trapèze. Et puis tout ce que vous voyez, c'est une image Hubble. Vous avez autour de ces étoiles massives du gaz, qui est le nuage moléculaire, les restes du nuage moléculaire à l'intérieur duquel se sont formées ces étoiles du trapèze. Et puis, vous avez
ces petits globules ici, hein, qui en fait sont des systèmes planétaires en formation. Je pense que j'ai un surnappel sur ces petits objets. Donc finalement, la nébuleuse d'Orion, c'est un environnement de formation stellaire et planétaire. Les objets à l'intérieur de cette nébuleuse ont typiquement des objets stellaires, hein, typiquement quelques dizaines ou centaines de milliers d'années. C'est des objets très très jeunes par rapport à l'échelle du système solaire. Et l'intérêt qu'il y a pour nous d'étudier cette nébuleuse d'Orion, il est double. C'est d'une part d'étudier les effets du rayonnement UV des étoiles massives sur le milieu interstellaire des galaxies. Pourquoi? Parce que toute l'émission infrarouge qui vient des galaxies, y compris ces galaxies très lointaines, en fait, ce rayonnement infrarouge vient finalement du reprocessing par le milieu interstellaire du rayonnement ultraviolet des étoiles. Hein, donc, le milieu interstellaire absorbe le rayonnement ultraviolet des étoiles et réémet cette énergie dans l'infrarouge. Donc, le signal infrarouge qu'on reçoit des galaxies très lointaines, en fait, il vient de cette interaction entre le rayonnement des étoiles et le milieu interstellaire. Comprendre cette interaction, c'est donner des diagnostics aux gens qui étudient les galaxies les plus lointaines. C'est des choses qu'on est en train de faire, mais j'en parlerai pas dans cette présentation. L'autre aspect dont je vais parler plus dans cette présentation, c'est le deuxième ici. Et donc, c'est d'essayer de comprendre les effets du rayonnement ultraviolet des étoiles massives sur la formation planétaire. Et alors là, je mets le lien avec le système solaire. Donc, évidemment, c'est là qu'il peut y avoir des discussions avec vous. Je crois que Mathieu, qui est ici, avait écrit un papier pour dire le système solaire n'est probablement pas formé dans un environnement comme Orion. Après, on avait précisé un petit peu. Ouais. Continuons, on parlera. Ouais, on en parlera. Et je pense que, d'ailleurs, je pense que c'est vrai. Moi, mon avis, c'est que c'est vrai. L'idée, c'est d'étudier, en tout cas, les processus. Enfin, l'idée, c'est plus général. C'est de dire que les étoiles, en fait, se forment en amas, pas toutes seules. Et donc, finalement, la probabilité que des étoiles de type solaire, comme celle qu'on voit ici autour, se forment à proximité d'étoiles massives, en fait, ça, on sait que c'est quelque chose qui est très probable. Les étoiles ne se forment pas vraiment de manière isolée. Et donc, étudier, je dirais, de manière générale, l'effet de ces étoiles massives, si on voit qui irradie tout cet environnement sur l'évolution de ces systèmes planétaires en formation, c'est quelque chose qui, évidemment, a un intérêt et n'a pas été beaucoup fait par la communauté astrophysique jusqu'à présent, pour une raison simple, qui est que, en fait, ces régions de formation d'étoiles qui contiennent des étoiles massives, comme les étoiles massives de durée de vie très courte, et bien, simplement, elles sont statistiquement plus loin. On en observe moins dans l'univers, et donc statistiquement, elles sont plus loin. Et donc, Orion est à 400 parsec, donc 350 années-lumière, alors que les régions de formation scalaire du Taureau ou du Ophiuchus, qui sont très étudiées dans la communauté astrophysique, sont plutôt à une centaine de parsecs, donc on a un facteur 4. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 fois plus de détails dans les images si vous observez ces régions proches. Mais dans ces régions proches, il n'y a pas d'étoiles massives. Alors, voilà, donc ça c'est juste un zoom hein, sur tous ces objets. Les échelles, hein, je ne l'ai pas mis sur l'image avant, mais les échelles, c'est typiquement la centaine d'unités astronomiques pour ces petits objets, qui sont des disques protoplanétaires, ici vus par la tranche, parfois ils sont vus de face, je ne sais pas s'il y en a un exemple ici, mais donc ils sont voilà, tous des étoiles de type solaire, ou un peu moins massives que le Soleil, c'est le type M, avec des disques protoplanétaires autour de ces étoiles, qui subissent vraiment de plein fouet, je dirais, le rayonnement ultraviolet des étoiles massives. Alors, nous, on s'est intéressé, alors on a des images qui concernent toute cette partie centrale de la nébuleuse Orion, mais on s'est intéressé spécifiquement à cette région-là ici, sur laquelle je vais zoomer. Voilà, cette région-là ici, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, ça, ici, c'est vraiment une région de transition. C'est à cet endroit, finalement, que le rayonnement ultraviolet des étoiles massives il est absorbé par le milieu interstellaire. Une phase très très chaude, ionisée, hein, tout le gaz est complètement ionisé par le rayonnement des étoiles massives, à une phase plutôt un peu plus froide
est neutre, hein, où l'hydrogène se recombine et a des densités un peu plus grandes et à des températures un peu plus basses. Et enfin, quand on arrive ici dans cette zone, on est aux températures vraiment froides des nuages moléculaires et les densités aussi qui sont plus grandes et l'hydrogène est sous forme moléculaire. En fait, en regardant juste cette zone, hein, on va pouvoir voir vraiment ce qu'on appelle la région de photodissociation, c'est-à-dire vraiment la région dans laquelle est déposée une très grande partie du rayonnement ultraviolet des étoiles massives, et on va émerger ce rayonnement infrarouge très, très intense. Et d'ailleurs, dans la part d'Orion, qui est cette région, il est tellement intense qu'on a un peu peur de saturer les détecteurs de James. Et alors, on a sélectionné ce temps de vue, hein, et alors vous voyez, il y a deux petits objets ici, là, qui sont donc des disques protoplanétaires, et on les avait mis dans notre champ de vue, je dirais, un peu par sérendipité, c'est-à-dire en disant, bah, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe, justement pour étudier cette question d'étude du rayonnement sur UV, sur la formation planétaire, mais sans tellement savoir ce qu'on allait trouver. Alors, on avait quand même observé la petite tache là, sombre, vous voyez ici dans l'image Hubble. On l'avait observé avec le télescope ALMA, ce qui nous avait permis d'obtenir notamment la rotation du disque et donc la masse de l'étoile centrale. C'est un projet qu'on avait fait avec nos étudiants Jason. Alors, donc, je vais vous montrer donc, les résultats qu'on a obtenus. Donc, les données, on les a obtenues en septembre 2022. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. Donc, ça, c'est simplement, voilà, au labo, l'équipe est en train de récupérer les observations. Alors, c'était un dimanche, et donc les jeunes, en fait, ils ont été plus rapides que moi pour arriver au labo. Donc, ils étaient enfermés dehors parce qu'ils n'avaient pas de badge. Et ils ont commencé à télécharger les données depuis le Pérou. Et puis, je suis arrivé, heureusement, je suis en vrai. Ok, donc voilà, ça c'est l'image qu'on a obtenue de la région centrale d'Orion avec l'imageur NIRCam. Alors, on va revenir sur cette image. Hein. Là, l'idée pour nous, c'était de travailler sur la colorisation nous-mêmes de cette image. On n'est pas passé par la NASA, l'IESA pour faire cette colorisation. En fait, c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure des dimensions politiques de ces images. C'est assez amusant, en fait, hein, les échanges qu'on avait avec eux. Nous, on voulait faire nos images tout seuls. On a fait appel à une graphiste qui nous a fait la colorisation. En fait, l'ESA et la NASA, en fait, ils ont des chartes de colorisation, c'est-à-dire qu'il y a une marque, hein, vraiment James Webb, et que, par exemple, quand ils font des colorisations, ils utilisent certaines couleurs pour certains films, de manière spécifique pour que les images, ensuite, elles soient reconnaissables comme image de James Webb avec une certaine comment dire, mélange de couleurs, en fait. C'est vraiment, il y a un aspect de communication de ce corps. Et cette image-là, eux, ils ont décidé que du coup, les images faites par les scientifiques en dehors de leur charte ne sont pas mises à disposition sur le site de la NASA ou sur le site de l'État. Ils ne communiquent pas que les images, on a le droit de les communiquer, mais eux, ils ne les distribueront pas. Donc, il y a vraiment une politique très, très sévère, en fait, hein, de communication de ces images. Pour nous, l'idée, c'était surtout déjà de faire nous-mêmes la colorisation, et puis on voulait aussi, finalement, je dirais communiquer sur nos résultats, parce que c'est vrai que les images, elles ont l'avantage de véhiculer des informations à un public assez large. Alors, voilà, ça c'est la comparaison entre l'image Hubble que je vous montrais tout à l'heure, ici, et l'image James Webb qu'on a obtenue. Alors, il n'y a pas vraiment de gain en résolution spatiale. Néanmoins, ce qu'on voit quand même, hein, c'est que, alors, tous ces objets jeunes, hein, ces petits molécules là que je vous montrais, on voit ici à droite, hein, ils deviennent très brillants. Et même parfois, ils saturent les détecteurs. Et donc ça, évidemment, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que si le fait qu'ils soient très brillants comme ça, on va pouvoir faire de la spectroscopie dessus et obtenir donc, tout un tas d'informations sur la composition chimique et les propriétés de ces objets. Alors, justement, voilà, je vous montre quelques zooms hein, en fait, hein, dans l'image sur différents objets jeunes qu'on a pu observer dans la nébuleuse d'Orion. Donc, là, il y a on appelle un profil géant, donc c'est une étoile de type solaire à l'intérieur de son cocon préstellaire. Theta 2 Orient A. Ça, c'est une étoile qu'on peut voir à l'œil nu, en fait, dans la constellation d'Orion. Vous avez la ceinture d'Orion.
Ensuite, vous avez le glaive d'Orion. Et dans le glaive d'Orion, l'étoile du milieu, c'est cette étoile θ2 Ori A, qui est une étoile massive assez jeune. Hein, et donc, ce qu'on a découvert là dans les images James Webb, qu'on ne voyait pas forcément sur les images Hubble, c'est ce cocon-là. Elle est encore très enfouie dans ce cocon de matière. Et ce qu'on voit en rouge ici, c'est le rayonnement justement de la poussière carbonée qui l'enveloppe encore. Là, vous avez un de ces systèmes planétaires en formation, hein, donc vous avez à l'échelle de l'étude pour l'unité. Là, c'est un disque planétaire hein, qui est enveloppé dans un gaz neutre. Donc, je vais zoomer là, sur cette partie-là là, qui nous intéressait particulièrement, dans les gens qu'on appelle la barre d'Orion. Voilà, donc ça, c'est juste encore la comparaison entre WST et Hubble. Et en fait, ici, on voit vraiment bien, je trouve, l'intérêt hein, de passer du visible à l'infrarouge. Hein, on voit que vraiment, on révèle tout un tas de structures à l'intérieur de la nébuleuse. Et puis, ces deux objets-là, qui sont des disques protoplanétaires, en fait, ici à droite, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus brillants, hein, et en particulier celui-ci, sur lequel je vais zoomer un petit peu. Et puis, on voit la structure vraiment interne du milieu interstellaire grâce à l'infrarouge. La poussière en fait, présente à l'intérieur du nuage ici, elle absorbe le rayonnement visible. Donc, on ne peut pas vraiment sonder les parties internes du nuage moléculaire, alors que là, on a toutes ces structures qui sont des espèces de filaments en fait, qui nous apparaissent comme des filaments. Eh bien, elles sont révélées. Il y a plein de choses qu'on est en train de faire, notamment sur ces structures. Donc, Émilie Abar a travaillé vraiment, je dirais, très intensément pour essayer de comprendre l'origine de ces structures. Et donc, son papier-là vient d'être soumis. Alors, donc, sur cette zone-là, on a des spectres infrarouges. Donc, ça, c'est la partie NIRSPEC, donc entre 1 et 5 microns environ. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans ces spectres parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est simplement pour vous donner une idée un petit peu de la richesse de ces données. Hein. Donc, tout ce que vous voyez dans ces spectres est réel. Hein. Sur cette image, on ne voit pas le bruit, on fait du signal. Donc, il y a énormément de raies. Ces grandes raies d'émission viennent de l'hydrogène, essentiellement, soit sous sa forme atomique ionisée, soit sous sa forme moléculaire. Et puis, on voit aussi, donc ça ici, hein, ce sont des bandes de l'émission de grains aromatiques et aliphtatiques qui sont présents dans la nébuleuse. Donc, on voit hein, qu'il y a des variations de cette intensité, d'intensité relative entre la composante aliphatique et aromatique dans cette nébuleuse. Alors, il y a tout un tas de papiers qui sont en préparation. Donc là, c'est une liste, c'est pas tout à fait exhaustif. Donc, ces choses-là vont sortir probablement dans les mois qui viennent. Hein. Pour l'instant, il n'y en a encore aucun qui n'a été publié. On est vraiment encore en train d'essayer d'extraire l'information principale de ces données. Alors, moi, je vais zoomer sur ce petit objet là, qui est donc un disque protoplanétaire à l'intérieur de cette barre d'Orion, qui s'appelle D203-506. Donc, si on zoome vraiment le plus possible, voilà, en gros, l'image qui tient. Donc là, vu comme ça, c'est pas forcément facile de comprendre quelle est la structure de cet objet. Et donc, je vais vous montrer l'interprétation qu'on en a. C'est à peu près ça. On a en fait une étoile de faible masse qui est entourée d'un disque protoplanétaire, il y a un jet, et qu'on voit assez bien en bleu en fait sur l'image. Voilà, c'est la partie bleue, ce jet. Et puis, en fait, la particularité de ce système, de ce disque protoplanétaire, c'est la présence de cette enveloppe ici, qui est un vent, qui résulte en fait de l'effet du rayonnement des étoiles du trapèze, qui arrive à la surface du disque protoplanétaire. Et donc, ce rayonnement ultraviolet, il chauffe le gaz, et le gaz devient suffisamment chaud pour que finalement le gaz s'échappe du potentiel gravitationnel de l'étoile. Hein, et donc, le disque est continuellement en train de perdre de la masse. Une des grandes questions, c'est à quelle vitesse est-ce que ce disque perd de la masse? Parce que, évidemment, si on dissipe toute la matière, on ne pourra pas former une planète. Donc ça, c'est une grande question sur ces objets
depuis un certain nombre d'années. Hein. C'est assez difficile de faire ce type. Et donc, c'est très important d'essayer de mesurer ce taux de perte de masse par ces vents dans ces disques protoplanétaires. Ok, alors pour faire justement ce type de mesure, pour réussir à faire un peu plus de physique, on a besoin de la spectroscopie. Donc ça, c'est le spectre obtenu avec NIRSpec de cet objet, de ce disque protoplanétaire P203-506. Et donc, c'est des spectres qui sont très très riches. Donc là, sur ce, évidemment pas de regarder chacune de ces raies, hein, mais chacune des raies qui est indiquée là par un trait jaune ou un trait violet sont des raies soit de recombinaison d'hydrogène ionisé, soit des raies d'hydrogène moléculaire. On voit, il y en a énormément, et en fait, l'utilisation de ces raies va nous permettre de sonder vraiment les conditions physiques dans cet objet. Alors, voilà, je crois que j'ai un zoom, hein. Donc ça, c'est juste pour vous montrer la richesse du spectre. Donc, en plus de ces raies de l'hydrogène, on a aussi donc, ces fameuses bandes aromatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on a aussi, par exemple, ici, des bandes vibrationnelles d'autres molécules. Ça, c'est du CO, donc du monoxyde de carbone. Et on a encore, je crois, j'ai montré après, voilà, on a aussi, par exemple, de l'émission d'hydroxyde, donc OH. Vous voyez, il y a une richesse hein, sur le plan moléculaire dans ce disque protoplanétaire. Et alors, c'est intéressant d'un point de vue de la chimie, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue de la physique, parce que finalement, la modélisation de cette émission va nous permettre de remonter aux conditions physiques, à la température et à la densité en particulier. Alors, il y a plein de modélisations, plein de manières de faire. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça fait quand même beaucoup. Juste pour vous montrer un exemple de comment on s'en sort. On prend par exemple les raies ici de l'hydrogène moléculaire, on extrait finalement l'intensité de ces raies avec le modèle. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que on ajuste des modèles de régions de dissociation qui sont applicables à ces environnements. Et puis donc, on a toutes nos raies d'hydrogène moléculaire, on en a 29. Et puis on essaye de trouver le modèle qui reproduit le mieux l'ensemble de ces raies d'émission. Là, ce que vous voyez, c'est une carte finalement de la différence entre le modèle et l'observation. Et donc le modèle, les meilleurs modèles, ils sont ici là, c'est sombre. Et donc les propriétés qu'on extrait, c'est l'intensité du champ de rayonnement et en particulier la densité ici, hein, ce meilleur modèle-là. Et l'autre paramètre vraiment très important, c'est la température. Donc voilà, donc avec cette modélisation-là, avec la modélisation et les observations, on arrive à extraire de manière assez précise les propriétés physiques de ce champ, de ce disque planétaire, densité et température. Et à partir de ces paramètres-là, on est capable de déterminer ce taux de perte de masse dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, on est à 5,10-8, ça c'est l'ordre de grandeur, on a un intervalle masse solaire par an. Donc c'est un disque, le disque lui-même il fait environ 0,1 masse solaire. Donc ça montre en fait que les échelles de temps d'évolution du disque, hein, avec ces taux-là de perte de masse, c'est de l'ordre du million d'années. Finalement, c'est des échelles de temps qui sont très courtes de dissipation par ces vents. La question derrière, c'est est-ce que finalement, comment est-ce qu'on va former des planètes autour dans un tel environnement, hein, si le gaz est dissipé aussi rapidement. Donc, il y a des modèles hein, de population synthesis, de synthèse de population, qui prennent en compte ce genre d'effet et clairement, pour ces valeurs-là de perte de masse, eh bien, la formation des planètes géantes est très difficile autour des étoiles M, comme celle qui est observée. Pour des étoiles plus massives comme le Soleil, qui ont un champ gravitationnel plus fort, ce type de taux de perte de masse ne va pas complètement supprimer la formation des étoiles, des planètes géantes. Voilà. Donc la conclusion globalement hein, de cette histoire, c'est que vraiment, en tout cas, l'effet du champ ultraviolet sur la physique du disque protoplanétaire est très importante.
Et on a ces taux de perte de masse qui sont très élevés et qui vont vraiment probablement bouleverser la formation planétaire qui se passe pendant ces premiers millions d'années. Parce que ça va assez vite quand même, la formation planétaire. En tout cas, l'étude des disques protoplanétaires sont indiquées. Donc en tout cas, il va y avoir un effet probablement très important du rayonnement ultraviolet. Quelque chose qui n'a pas été vraiment totalement considéré, je pense, jusqu'à présent dans la formation des exoplanètes ou même la formation du système solaire. Mais ça, on pourra en reparler. Alors, je vous ai dit qu'on utilisait aussi le spectromètre MIRI, et en fait, donc on devait avoir nos observations en septembre, et fin août, on a eu une information comme quoi le spectromètre MIRI avait un problème. Donc, il y avait une des roues à filtre du spectromètre qui montrait des signes de frottement, et les signes de frottement, c'est jamais une bonne chose, parce que ça indique un potentiel blocage, et donc ils ont vraiment voulu réparer les choses avant. Et donc, ils ont trouvé une solution. La solution, elle est assez simple, c'est qu'ils se sont rendus compte que s'ils faisaient tourner la roue dans un sens, puis dans l'autre, ça a évité ce type de frottement. Parce qu'avant, ils les faisaient tourner tout le temps dans le même sens, et au bout d'un moment, ça créait ces frottements. Donc, grâce à cette astuce, ils ont pu remettre en service le spectromètre MIRI. Et donc, nous, on a obtenu nos observations avec plusieurs mois de retard, fin janvier dernier, donc c'est vraiment très, très frais ce que je vous montre. Et quand on a obtenu nos observations, donc ça, c'est le spectre, c'est une partie du spectre du disque protoplanétaire dont je viens de vous parler, D203-506. On a détecté ce signal-là, c'est pas du tout du bruit, c'est un vrai signal astrophysique. Et en fait, quand on a vu ce truc, on n'a pas du tout su ce que c'était. On a mis plusieurs semaines à comprendre de quoi il s'agissait. Alors, assez rapidement, on a compris que c'était probablement l'émission vibrationnelle d'une molécule, mais on a mis énormément de temps à comprendre de quoi il s'agissait. Toutes les molécules qui étaient dans les bases de données astrophysiques, Tennyson, les exoplanètes, les bases de données atmosphériques, etc., à haute résolution spectrale, c'est ce qu'il nous fallait, aucune des molécules dans ces bases de données ne permettait d'obtenir quelque chose de satisfaisant en comparaison de ce signal. Et puis, finalement, après pas mal de réflexions et d'efforts, on a pensé que un des candidats les plus probables était l'ion CH3+, donc une molécule très simple, donc, un carbone et 3 hydrogènes et 2 chargés. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de spectre en laboratoire à haute résolution spectrale pour comparer à nos observations. Donc, on a contacté les spectroscopistes, je dirais vraiment tous les meilleurs spectroscopistes sur le marché. Donc, ils sont un certain nombre, sont cités ici, vous en connaissez peut-être certains. Et donc, vraiment, avec le prix d'un effort, je dirais, remarquable de ses collègues, vous voyez, ils ont réussi à faire une modélisation, là, cette molécule CH3+, qui fonctionne vraiment très très bien en comparaison de l'observation. Cette modélisation, elle est basée sur plusieurs choses. Elle est basée déjà sur ce qu'on a comme information à plus basse résolution en laboratoire, qui contraint un certain nombre de paramètres moléculaires, de constantes moléculaires, et sur des calculs de chimie quantique. Donc, quand on met tout ça ensemble, on peut faire des modèles qui donnent ce que vous voyez en dessous, pour la vibration de cette molécule dans l'infrarouge. Et en effet, il y a un accord qui n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable. Normalement, chaque niveau ici, chaque transition qu'on voit ici correspond à un niveau quantique dans la molécule. Et pour l'instant, on n'est pas capable de dire quel niveau quantique de la molécule correspond à quelle transition qu'on observe. En fait, si vous regardez vraiment précisément, vous pouvez voir qu'il n'y a pas un accord parfait. Par exemple, ici, cette transition-là n'est pas parfaitement alignée avec celle-là, donc on ne peut pas dire à 100% que notre modèle il est correct et que c'est vraiment cette transition au niveau quantique qui permet de reproduire cette observation. Donc, il y a encore des mesures en laboratoire pour être vraiment certains, mais en tout cas, d'un point de vue en tout cas des spectroscopistes, ils sont certains que c'est bien le méthylcation qu'on a détecté dans ce spectromètre. Alors, c'est la première fois qu'on détecte le méthylcation, donc en astrophysique. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là, mais il y a d'autres intérêts en fait plutôt d'un point de vue de la chimie. Donc vous voyez, en fait, cette espèce, le méthylcation, a été proposée dans les années 70-80 par les astrochimistes
comme étant un composé central dans toute la chimie organique dans l'espace, dans le milieu interstellaire, les disques protoplanétaires, etc. Donc vous voyez, ça c'est un papier de David Smith des années 90. Il n'y a pas besoin de tout lire ici, mais donc c'est un réseau chimique organique. Et donc vous voyez en fait ici vous avez CH3+, qui est vraiment au centre. Hein, donc on parle de, vous avez l'hydrogène de l'hélium et puis du carbone. Et puis finalement, un des premiers composés qui va être constitué, c'est CH3+. Puis après, vous allez pouvoir former tout le reste, puis tous les hydrocarbures ici. Vous lancez toute la chimie organique à partir de cet ion CH3+. Et en fait, cet ion n'a jamais été détecté depuis les années 70. Les gens le recherchaient, mais on l'a jamais vu. Et donc, en fait, ces réseaux chimiques en phase gazeuse basés sur CH3+, ont été complètement abandonnés. Et ce qui a été développé, c'est plutôt des routes alternatives, en particulier la chimie à la surface des grains. Donc, l'idée qui est vraiment les modèles dominants aujourd'hui pour la formation de molécules organiques en astrophysique, c'est la formation des molécules à la surface des grains. Vous mettez différentes molécules, différents atomes à la surface des grains, et puis ils vont se rencontrer, il va se passer une chimie à la surface de ces grains, et puis ensuite ces molécules vont être désorbées et vous allez les retrouver dans la phase gazeuse, ou alors elles vont rester à la surface, et vous pouvez la retrouver dans des corps plus grands ensuite. Donc finalement, la détection, la détection avec WST de cette ion en CH3+, alors on a l'explication par les modèles de d'où vient le CH3+, comment il est formé. Et la détection de ces paramètres, c'est grâce au rayonnement ultraviolet, ce qui permet la formation de CH3+, c'est l'ultraviolet, par ce réseau chimique sur lequel je ne vais pas m'étendre. Et donc finalement, ça vient réactiver la possibilité de toutes ces connexions et de toute cette chimie organique en phase gazeuse grâce à la présence de rayonnement ultraviolet. Alors, on revient à mes conclusions. Donc, je pense que finalement, le message principal, c'est peut-être la perspective principale, c'est qu'il faut peut-être repenser un petit peu la physique et la chimie de la formation planétaire, en tout cas d'un point de vue de l'astrophysique. Donc, la vision, je dirais, générale, moi, ce que j'ai appris, je dirais, à l'école pendant ma thèse, c'est le scénario suivant, c'est-à-dire qu'on a vraiment un nuage moléculaire qui, sous l'effet de sa propre gravité, va se contracter, former une proto-étoile avec un outflow moléculaire. Et puis, on va avoir la formation vraiment d'un disque planétaire et d'un jet. À l'intérieur de ce disque, on va former des planètes, et puis on arrive de quelques dizaines de millions d'années à un système planétaire constitué. Or, en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des étoiles de masse faible, comme le Soleil ou un peu moins massives, vont se former à proximité quand même d'étoiles massives. Et donc, ce scénario-là, il demande à être visible. Alors, pardon, je rajoute que donc, dans ce scénario de formation planétaire, finalement, la partie chimie, elle est dominée par la chimie à la surface des grains. C'est cette chimie-là qui va déterminer l'abondance de pas mal de molécules organiques qui vont être présentes à l'intérieur du disque protoplanétaire et puis éventuellement des planètes et des corps qui vont se former à l'intérieur du disque protoplanétaire. Donc, je vous le disais, en fait, la réalité, elle est peut-être un petit peu différente, en tout cas dans un certain nombre de cas. C'est que, en réalité, vous allez avoir des étoiles massives qui vont être présentes, en tout cas au moins au début. Que ces étoiles massives, elles vont envoyer un flux de rayonnement ultraviolet très intense. Et d'ailleurs, ce flux de rayonnement ultraviolet va pouvoir jouer sur la compression du nuage moléculaire. Et donc, ça peut être aussi un acteur finalement important de la compression et de l'effondrement gravitationnel des nuages environnants. Et donc, la phase ensuite, elle reste à peu près la même, et simplement, à toutes les étapes, on va avoir du rayonnement ultraviolet qui va arriver à la surface de cet objet. Et donc, on va avoir notamment ici, à cette étape, la formation de ces vents à la surface du disque qui vont faire perdre de la masse au disque protoplanétaire, donc finalement enlever énormément de matière qui est présente à l'intérieur de ce disque protoplanétaire, enlever la poussière aussi, donc peut-être une partie de la matière
qui sert à constituer la phase solide. Donc tout ça va jouer un rôle probablement très important. Et puis, en fait, ça, ce que je montre, hein, c'est que on arrive à une phase en fait qui est où vraiment la région complètement ionisée par les étoiles massives va venir englober ce disque protoplanétaire. Et puis, ces étoiles massives, elles vont disparaître parce qu'elles ont une durée de vie de quelques millions d'années. Et puis, on arrive après à un système planétaire, voilà, où il n'y a plus d'étoiles massives. Mais finalement, l'héritage de ce qui se passe là va être déterminé par la présence des étoiles massives. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les météorites, d'ailleurs, si je me trompe. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous dire que sur la physique, il va y avoir probablement des effets. Et donc, il va probablement y avoir des effets sur la chimie aussi, hein, dans ce scénario de formation stellaire et planétaire. Ça n'enlève pas le fait qu'il va y avoir de la chimie à la surface des grains, bien sûr, hein, mais en plus, il va y avoir cette chimie organique en phase gazeuse qui est liée à la présence de rayonnements ultraviolets, donc la formation de ce CH3+, dont je vous ai parlé, qui est répété, et éventuellement, à la suite de la formation de CH3+, d'autres molécules plus complexes en phase gazeuse. En tout cas, ça va contribuer à probablement l'inventaire organique dans ces systèmes planétaires. D'ailleurs, je crois qu'un des résultats de la mission Hayabusa 2, c'est de montrer qu'il y a finalement une diversité en termes de composés organiques qui est très grande, dans l'astéroïde qui a été étudiée en tout cas, et que ces composés organiques, ils ont probablement des origines très diverses. Pas seulement la chimie à la surface des grains ou un seul processus, je dirais, sur les solides eux-mêmes, mais probablement une diversité de mécanismes qui mènent à cette richesse organique. Voilà, la dernière chose peut-être que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que il y a aussi un autre mystère qui est qu'on n'a absolument pas réussi à détecter de l'eau dans ce système planétaire, alors qu'en général, dans les disques protoplanétaires, une des molécules les plus abondantes, c'est l'eau. Et là, on ne voit absolument pas d'eau du tout. On voit ces composés comme CH3+, c'est très très brillant en fait, hein. Mais on ne voit pas du tout de présence d'eau, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser. On a fait des demandes d'observation pour avoir plus de données et essayer de voir si on arrive à retrouver où est passée l'eau dans ce système planétaire informatique. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire, et donc affaire à suivre. Merci. Olivier, vous dites que vous ne voyez pas d'eau, Ouais. mais vous voyez des OH, des OH. Alors, justement, on voit OH et on pense qu'il est formé. Alors, le résultat actuel, ça c'est le travail de Marion Zanès et Émilie Labarre. L'idée, c'est que le OH qu'on voit en phase gazeuse, il est formé par la photodissociation de l'eau, justement. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas vraiment d'où vient il faut de l'eau en phase gazeuse, qui sont ensuite dissociées par le rayonnement ultraviolet pour former OH, mais on n'est pas certain d'où vient cette eau. Hein, il faut une grosse abondance d'eau en phase gazeuse, mais en fait, on ne la voit pas, cette eau. Un signal d'OH libre. Ouais. Pas du tout être un OH qui est lié à une. Non, c'est un OH en phase gazeuse. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le spectre qu'on a avec James Webb de OH est à très haute résolution. Et donc, c'est intéressant parce qu'il vient confirmer justement les modèles au niveau quantique. Donc, on apporte presque des informations qui viennent confirmer en tout cas les modèles quantiques grâce aux observations qui sont en fait très très dures à faire en laboratoire. Comme ça, OH en phase gazeuse et d'observer les vibrations, enfin, c'est très dur à faire. Mais donc, oui, il est sous phase gazeuse. CH3+, serait l'espèce dominante et ils font passer des électrons. Ah, alors, ouais. Alors, les électrons, en fait, la balance avec les électrons se fait avec le carbone qui est sous forme ionisée. Et donc, il y a ce qui détermine l'abondance des électrons, c'est l'ionisation du carbone, dans le sens. Donc, il y a des électrons, hein, et donc CH3+ va recombiner. Ouais. Donc il y a un gaz électronique, on pourrait le voir par spectroscopie, le gaz électronique. On le voit, mais en fait, elle est faible, la densité d'électrons.
par rapport à la densité d'hydrogène. Il y a un facteur, il y a 10-4 d'électrons par rapport au nombre d'hydrogène. Donc, en fait, le CH3+, par exemple, il va réagir probablement plus avec H2 ou l'hydrogène qu'avec les électrons. Après, ça dépend vraiment des propriétés en chimique, mais on le voit, oui, ce gaz d'électrons, on est capable de le caractériser assez bien, notamment par l'observation de certaines traits du carbone qui nous enseignent assez directement sur l'abondance des électrons. Et il est à la même température, il est à la même température que les molécules. Alors, la question de la température, elle est un peu subtile parce que un problème qu'on a sur cette molécule CH3+, c'est que comme on n'a pas encore de modèle spectroscopique quantique propre, on n'est pas capable vraiment de transformer la température d'excitation en température du gaz. Donc, on ne peut pas vraiment faire d'approximation boltzmannienne, etc. Donc, c'est pas exactement. Mais globalement, oui. Hein. C'est-à-dire que ça va être probablement des mêmes ordres de grandeur, de quelques centaines de carbone. Un gaz tiède. Pour la partie en lourd, silicate, est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous avez des bandes est-ce que le signal, c'est de la structure? Est-ce que c'est de l'argile? Alors, en fait, ouais, ça c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut qu'on travaille. La réponse, je dirais, qu'on peut donner pour l'instant, c'est qu'on ne voit pas de silicate du tout. Donc, on voit essentiellement la phase carbonée dans ces objets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de silicate, mais en tout cas, globalement, ça ressemble beaucoup à la poussière du milieu interstellaire. Ce qu'on voit dans les objets dans les disques, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le milieu interstellaire. Il semblerait que ces objets soient vraiment très jeunes et que finalement la composition du disque elle soit assez proche de la composition du milieu interstellaire. Il n'y a pas eu vraiment de croissance des pins, par exemple, de processing à l'intérieur du disque par l'étoile, etc. On ne devrait pas avoir des bandes de sillage, des bandes de gaz porteurs d'éléments lourds si on n'a pas encore agrégé. Alors, on voit en phase gazeuse, on voit un certain atome, ouais, on voit du fer, on voit du silicium, on voit du soufre. On a détecté pas mal ouais, donc justement, on est en train de faire une évaluation vraiment quantitative de ça pour voir justement ces questions de dépression et est-ce que finalement on est vraiment dans une abondance interstellaire, y compris quand on regarde les éléments en phase gazeuse, ou est-ce que c'est autre chose? Une question de merci beaucoup, c'était passionnant, vraiment utile de voir. Pour un ordre de mettre une lettre, si on parle de quel soit. Ouais. Mais pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, juste un élément de contexte et redire un peu ce que théorie peut apporter sur le contexte de naissance de notre système planétaire. Donc, beaucoup de choses sont basées sur l'événement radioactif à quelques périodes qui était présent en début du système solaire. Et dans les années 2000, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait une forte abondance de fer 60. C'est ça qui a poussé un peu de personnes, c'est Gilgamesh, je sais plus, Jeffester, le patient qui est sur Orion, à dire c'est né dans un contexte similaire à Orion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une supernova, des supermassives ont explosé en supernovae et ont contaminé avec le fer 60. Et nous, on a, avec un symbole de personnes, et effectivement, je parle qui fait que ça est très inflammable pour plein de raisons, et en particulier parce qu'il y a des raisons de timescale, donc je vais très bien montrer, et aussi parce que probablement la tendance de fer 60 a été trop estimée. C'était ensuite confirmé. À un moment, il y avait un grand débat sur la tendance de fer 60, élevé ou pas élevé, donc c'était positionné en disant les basses, et ça a été largement confirmé dans les années. Donc ce modèle, il a été tombé. Ensuite, avec un autre astronome, Georges Jenner, il y a une autre série de papiers. Le fer 60 a disparu, mais il y a un autre élément radioactif qui est resté, et qui restera probablement toujours dans le temps qu'on voit, à peu près à la même moment, c'est l'hélium 26. Donc, lui, il faut toujours expliquer pourquoi il est là. Et donc, ça exclut, le fait qu'il n'y ait pas de fer 60 exclut les supernovae. Parce que s'il y a une supernova, le rapport fer 60 de 26 est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit. Donc, pas de fer 60 égale pas de supernova. Il faut trouver autre chose pour l'analyse. L'irradiation, ça ne marche pas, ça avec quelque chose.
et d'autres. Franchement, qui vient de mourir d'ailleurs, c'est le type ça passe par un catastrophe beaucoup contribué à notre compréhension de l'information besoin. Et donc l'analysis ne marche pas. Et une des solutions qu'on a proposées, c'est que ça a été apporté par des bombes d'une toile massive, mais avant l'explosion supérieure. Donc dans un contexte relativement proche d'Orion, il y a peut-être avec moins d'étoiles massives. Parce qu'en gros, Orion, il y a trop d'UV pour faire une espèce de coquille due au vent et enrichir notre idée, c'est une coquille qui se forme, enrichir le milieu interstellaire. Le gaz du milieu interstellaire en alluviomagnétique, c'est que cette coquille enrichie en alluviomagnétique, ensuite par cette idée, il y a la formation d'étoiles au pluriel, dont le Soleil. Ouais. L'état de ouais, c'est beaucoup bougé depuis ce papier. Ouais. Non, mais je pense que j'avais des idées claires et globalement, en tout cas, ça a été, tout ce travail-là, il a été assez inspirant hein, pour moi et pour la construction des scénarios qu'on a dans nos papiers, proposeurs, etc. C'est bien qu'il y ait cette mise à jour parce que je ne suis pas complètement à jour. Ok, mais je suis au clair comme ça. Je parle avec Guy aussi parfois à ouais, et je voulais être certain justement de ne pas dire de bêtises. Donc voilà, on peut dire en fait d'un point de vue de la cosmochimie, il y a aussi quand même clairement l'indication qu'il y avait des étoiles massives. Ouais, je pense que c'est incontournable. C'est plus difficile de penser. Mais en revanche, avant la phase supérieure. Bon, et ça amène de l'eau à notre humain. En effet, ce qu'on défend, c'est que le concept environnemental, il a probablement joué un rôle important qui a été, je pense, plus négligé jusqu'à présent. Là, je parle côté astro. Oui, je comprends. Mathieu, puis François. Moi, j'ai quelques cours d'introduction à la plateforme que je peux avoir. Nous avons parlé du nuage de Oort, cela semble bien qu'on se situe avant de toute façon la fermeture d'un quelconque système. Mais est-ce qu'on sait à quel moment, justement, on arrête d'être un système ouvert avec la perte de la matière, à quel moment on ferme le système planétaire, éventuellement jusqu'à former cette limite de Oort? Alors, il y a des modèles, mais ça dépend. Le problème, c'est que ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc ça dépend. Alors, si on prend ce scénario, on a une étoile massive à côté, ça va dépendre de la distance à cette étoile, donc plus que le rayonnement infraviolet. Ça va dépendre de la masse de l'étoile centrale aussi, hein, ça va déterminer le champ gravitationnel. Ça dépend d'un paramètre qui est hyper important pour les numériciens, la modélisation de l'évolution des disques planétaires et de la formation de planètes, et la viscosité à l'intérieur du disque. Ça, c'est vraiment dans les modèles de disques, c'est ça qui détermine finalement la vitesse à laquelle le gaz est dissipé, accrété, etc. Donc, regardez les modèles de population de synthèse, population synthesis, vous voyez, c'est des modèles de synthèse de population, une statistique en fait, basée sur la résolution numérique. Et en tout cas, les études de temps sont vraiment courtes. Hein. C'est vraiment lors de quelques millions d'années. Dans ces environnements-là, quelques millions d'années, il faut avoir formé des planètes, sinon on n'aura pas. Ça c'est basé sur la matière organique facilement ionisable en UV. Si on s'intéresse, je suis plus géologue que chimiste, si on s'intéresse au silicate et aux choses qui sont quand même franchement moins ionisables, est-ce que là aussi le système est ouvert? Est-ce qu'il est finalement quasiment uniquement dépendant de la qualité gravitationnelle du milieu et fermé? Il y a une fermeture qui se met en place assez vite. C'est un découple en fait. Non, il y a un découplage parce que la phase silicatée, en tout cas les silicates, eux, ils sont présents dans les terrains, donc ils vont sentir la gravitation beaucoup plus que tout le reste de la phase gazeuse et la phase carbonée que l'hiver. Donc il y a probablement un découplage aussi qui s'opère à un certain moment et qui dépend aussi des paramètres que j'ai cités avant.
C'est vraiment il y a vraiment une complexité supplémentaire. Il est possible que ces deux phases-là vivent des vies quasiment indépendantes. Oui, c'était pour rajouter un petit peu à ce que disait Mme Degonef sur les météorites. Les deux bandes, là, 3,3 mètres qu'on voit, on les voit très bien dans les météorites. C'est la signature de la matière. Et on sait la reproduire en laboratoire, et on la comprend bien. C'est statistique. C'est la distribution statistique des aromatiques et des aliphatique lorsqu'ils font. Donc, voilà. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on la voit dans un environnement de formation d'étoiles. On la voyait bien, on la voit cette bande dans l'univers interstellaire du Sud. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé la lumière. On la voyait bien dans l'univers interstellaire, mais là, c'est la première fois que je Alors, dans les réseaux de formation d'étoiles d'Orion, ça avait été vu quand même assez bien avec l'ISO, déjà, dans les années 90. Néanmoins, là, ce qui est quand même, là où on va plus loin, c'est que par contre, on va vraiment dans le protoplanétaire. Là, on la détecte. Ça, par contre, c'est quand même assez nouveau. Hein. Vraiment, on va à un niveau plus, une échelle plus petite. Donc, oui, en effet, hein, le rapport 3.3, 3.4, là, il y a Emmanuel Dartois, notamment, qui travaille là-dessus, qui travaille sur cette question-là, et qui va se pencher, on en discute encore récemment, un peu précisément sur ça dans ce texte. S'il y a une dernière question. Bon, on peut remercier Olivier une dernière fois.